Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce 31 janvier pour réaliser ensemble le bilan de la seconde partie de saison de la Coupe du Monde 2023-2024 de biathlon. Ça y est, on arrive au terme de ce premier mois de l'année 2024 qui nous a gratifié bien sûr des classiques qui sont devenus mythiques au fur et à mesure des années, Oberhof, Ruhpolding et bien sûr Antols Anterselva. Et on va revenir au travers de cette vidéo sur les 4 enseignements marquants de ce premier mois de l'année 2024. On n'en a pas beaucoup parlé et pourtant l'équipe de Suède a vécu un mois de janvier cataclysmique. Cette équipe suédoise qui pourtant possède l'une, voire peut-être la plus belle génération de son histoire avec chez les hommes, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson, deux anciens champions du monde, deux anciens vainqueurs en Coupe du Monde. Et puis chez les femmes, les inévitables Søreberg, multiples fois victorieuse en Coupe du Monde et multiples fois médaillée sur les mondiaux et sur les Jeux Olympiques. Et pourtant, le mois de janvier a été catastrophique pour cette équipe suédoise avec seulement un podium à se mettre sous la dent, réalisé par Mona Brorsson que l'on n'attendait pas à pareil fait, deuxième du sprint de Ruhpolding. Mona Brorsson qui va donc sauver la maison suédoise en ce mois de janvier pendant que ses leaders charismatiques Ponsiluoma, Samuelsson et les Søreberg étaient en difficulté sur le pas de tir avec seulement 82% de réussite face aussi beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs, la plupart du temps inexplicables, qui n'a pas permis, vous l'imaginez, à cette équipe de Suède, malgré des temps de ski de très grande qualité, d'aller chercher des gros résultats et notamment des podiums et des victoires. Et forcément, à l'issue de ce mois de janvier, on est obligé de revenir sur les prétentions et déclarations notamment des leaders charismatiques de cette équipe de Suède. On se souvient de Sebastian Samuelsson qui à l'intersaison disait à qui voulait entendre que Johannes Tignesbø n'était pas imbattable, qu'il était capable d'aller battre et pousser dans ses derniers retranchements le quadruple vainqueur du général de la Coupe du Monde. On parlait aussi d'une Elvira Öberg, d'une Anna Öberg qui avait quelque part des ambitions. Elvira qui, on le rappelle, a joué le classement général de la Coupe du Monde ces 2 dernières saisons et qui, malgré une année 2023-2024 plutôt qualitative dans sa globalité, et pour l'instant éjecté de cette course au gros globe de cristal. Bref, on va pas se le cacher, une équipe de Suède qui est loin, très très loin de ses ambitions, avec seulement 2 représentants dans le top 10 des classements généraux. Ponsiluoma 7e du classement chez les hommes et 5e pour Elvira Öberg chez les femmes, loin, très très loin de leur ambition du début de saison, à n'en pas douter. Y a-t-il une progression significative chez nos garçons? En tout cas, c'est la question que l'on peut se poser à l'issue de ce mois de janvier. Oui, une équipe de France masculine qui nous a un peu rassurés, en tout cas en partie, avec 3 quatrièmes places sur les 6 épreuves individuelles que comportait ce premier mois de l'année 2024. Une équipe de France qui a joué la victoire avec, on le rappelle, un Emilia Jacquelin de gala à Ruhpolding, avec ses fameuses 4e places sur le sprint et sur la poursuite, en position de pouvoir jouer la gagne, en position d'aller chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde et de monter sur la plus haute marche de la boîte. Et puis un Quentin Fillon-Maillet qui a réalisé du côté d'Antols Anterselva sa meilleure course sur la course des rois avec un 20 sur 20 face aux cibles et une 4e place, même si le podium lui semblait promis. Mais ces 4e places à répétition sont-elles vraiment synonymes de progression? Quand on s'attarde sur les chiffres, alors vous allez me dire que ce n'est pas propre au sport, on ne peut pas réduire ces belles disciplines à simplement des statistiques sur un bout de papier. Et c'est vrai, avant tout, le sport, ce sont des émotions, et je suis le premier à le dire, mais les statistiques ne mentent pas, elles ne se trompent jamais. Et quand on prend les statistiques de l'équipe de France en ce mois de janvier, on se rend compte qu'il n'y a pas une nette progression par rapport aux statistiques du mois de décembre. Et j'en veux pour preuve les statistiques au tir. 83% de réussite pour le quatuor titulaire de notre relais en équipe de France. C'est 0,5% de mieux que lors du mois de décembre 2023. Et quand on s'attarde sur les statistiques sur la piste, on se rend compte que l'on concède 5,3 secondes par tranche de kilomètre. C'est à peu près 53 secondes sur un sprint de 10 km concédé face au meilleur temps de ski. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que c'est 1,2 seconde de plus de perdu par tranche de kilomètre par rapport au mois dernier. Bref,
Autant vous dire qu'il n'y a pas véritablement de progression significative, bien au contraire, les statistiques au tir ou sur la piste sont sensiblement les mêmes qu'au mois de décembre 2023 et sont finalement représentatives de la stagnation de notre quatuor titulaire en équipe de France au classement général de la Coupe du Monde. Souvenez-vous-en, à la fin du mois de décembre, ils étaient classés entre la 15e et la 20e place et à la fin du mois de janvier, absolument rien n'a changé. Autant vous dire que ces 4e places à répétition d'Emilien et de Quentin sont plus à mettre sur le compte de réaction d'orgueil que de véritable progression collective. Et je vais pas vous le cacher, à quelques jours des mondiaux, ce n'est pas pour me rassurer parce qu'on le sait, on a une équipe de Norvège qui est extrêmement forte, qui marche sur la concurrence, qui roule sur cette Coupe du Monde 2023-2024 de biathlon chez les hommes. Et on le sait, si on veut aller chercher des gros résultats sur les mondiaux, il va falloir progresser sur le pas de tir et également sur la piste de manière assez significative, sans quoi on ne pourra aller chercher de gros résultats et sans quoi on ne pourra pas aller chercher des médailles sur ces mondiaux. On le rappelle, les mondiaux, c'est la dernière chance pour sauver notre saison qui est d'ores et déjà la pire depuis près de 30 ans. Exceptionnelle, sensationnelle, prodigieuse, fabuleuse, autant de superlatifs que l'on pourrait accorder à cette équipe de France féminine, tant elle nous aura fait rêver en ce mois de janvier 2024, que ce soit sur le plan collectif ou individuel, rien n'a été laissé au hasard. 2 relais et 2 victoires par équipe, et puis sur les 6 courses individuelles de ce mois de janvier, pas moins de 8 podiums et 3 victoires avec 4 filles qui seront montées sur la boîte. La première, Justine Brézaboucher, deuxième du classement général de la Coupe du Monde, qui s'est offert une victoire sur le sprint d'Oberhof. Julia Simon qui est allée chercher ses premières victoires de sa saison. Et oui, il aura fallu attendre le mois de janvier à Oberhof sur la poursuite qu'il avait sacrée. Tiens, d'ailleurs, avec le Dossard 10 déjà à l'époque, Dossard porte-bonheur sur les mondiaux, qu'il a été aussi cette saison. Et puis, sur la course des reines, victoire sur la Mastart pour terminer ce mois de janvier 2024. Lou Jean Monod qui avait terminé en délicatesse son mois de décembre, victime du Covid-19, qui n'avançait plus sur les skis, qui s'est reconstruit et qui est monté en pression tout au long de ce mois de janvier pour aller chercher 2 podiums à Antols en terre Selva sur l'individuelle courte et bien sûr sur la Mastart battue seulement par Julia Simon, et puis Sophie Chauveau qui est allée chercher pour la première fois une place sur la boîte. Et que dire aussi de Jeanne Richard qui a confirmé à Ruhpolding son magnifique week-end à Oberhof. Bref, une équipe de France qui est un peu l'égale quelque part de l'équipe de Norvège chez les hommes, toute proportion gardée parce qu'on est un peu moins dominant, mais enfin quand même, il y a toujours du bleu, du blanc et du rouge, que ce soit en équipe ou en individuel. Mais vous le savez, en tant que suiveur assidu et chroniqueur sur cette chaîne, je suis obligé de pointer du doigt certaines imperfections. D'ailleurs, peut-être que certains vont me le reprocher, mais je suis obligé de parler du cas Justine Brézaboucher. Je vois déjà certains d'entre vous me faire les gros yeux. Que reproches-tu à Justine? Elle réalise la meilleure saison de sa carrière. C'est vrai, personne ne peut nier que la saison de Justine Brézaboucher jusqu'à maintenant est exceptionnelle et personne n'aurait pu s'attendre, même pas elle, à pareil exploit. On le rappelle, 5 victoires en Coupe du Monde, 1-4 à la suite et une 2e place actuelle au classement général de la Coupe du Monde. Seulement, Justine Brézaboucher, sur la 2e partie du mois de janvier, elle a marqué le pas. Parce que oui, elle a très bien commencé ce fameux premier mois de l'année 2024 avec une victoire sur le sprint et une 2e place sur la poursuite d'Oberhof. Seulement, à Ruhpolding, on a commencé à voir les prémices d'une petite descente en termes de performance, que ce soit sur les skis et surtout derrière la carabine. Petite descente qu'elle n'a pas réussi à stopper du côté d'Antols en terre Selva en Italie pour la dernière manche de Coupe du Monde avant les mondiaux. Et Justine Brézaboucher, en chiffres, même si vous le savez, et je le sais, le sport, ce n'est pas que des chiffres et que des statistiques, c'est avant tout des émotions, mais quand même, forcé de s'y attarder, Justine Brézaboucher, sur le pas de tir, c'est 79% de réussite. Autant vous dire que même si vous skiez aussi vite et bien que Justine Brézaboucher, avec un score en dessous de 85% de réussite face aux cibles, c'est très compliqué d'aller chercher de gros résultats. Et d'ailleurs, parlons des temps de ski. Justine Brézaboucher, elle concède 2,6 secondes par tranche de kilomètres sur ce mois de janvier écoulé, c'est-à-dire à peu près 19,5 secondes, donc de retard sur le meilleur temps de ski qui est généralement à Marina Lampic sur 7,5 km. Et c'est d'ailleurs à noter plus de 9 dixièmes de plus par tranche de kilomètres que sur le mois de décembre. Alors Justine Brézaboucher, on va me dire, on ne peut pas la blâmer. Il y a un moment, c'est normal
qu'elle descende un peu en termes de performance, et je suis complètement d'accord. Mais on va pas se le cacher, Justine Brézaboucher, c'est une fille aujourd'hui d'expérience, elle a 27 ans, elle joue le classement général de la Coupe du Monde, et il est impératif de soigner les statistiques, que ce soit sur le tir ou sur la piste, et elle le sait bien évidemment mieux que moi, et je l'ai senti clairement fatiguée sur la deuxième partie de ce mois de janvier, notamment mentalement, et c'est vrai qu'elle avait d'abord du mal à faire l'effort face aux cibles, et notamment cet effort de concentration, et j'espère qu'elle se sera régénérisée de ce côté-là, que mentalement elle arrivera fraîche, parce qu'il y a des grosses échéances, à commencer par les mondiaux où elle peut frapper un grand coup, et puis aussi le mois de mars où on le rappelle, il faudra à nouveau se mettre en mode classement général pour aller chercher un gros globe auquel elle peut encore prétendre. C'est une domination totale, ils sont seuls au monde, seuls dans leur monde. Je veux bien sûr parler de l'équipe norvégienne masculine qui écrase la concurrence au mois de janvier, comme elle l'avait d'ailleurs écrasé au mois de décembre précédemment. Une équipe de Norvège qui, sur les 6 courses individuelles de ce mois de janvier, a réalisé pas moins de 15 podiums, dont 5 victoires, à noter les 3 triplés et 1 quintuplé. Bref, une équipe de Norvège qui a réponse à tout dans n'importe quelle condition, sur n'importe quel type de neige, et ce n'est pas sans rappeler la domination norvégienne exclusive à Johannes Tignesbø l'an dernier qui avait enfilé les victoires comme les perles. Cette année, c'est un petit peu différent puisque oui, l'équipe norvégienne de manière collective est capable d'écraser le reste du monde avec pas moins de 5 représentants norvégiens dans le top 5. Et oui, en plus, des victoires qui sont partagées puisque Johannes Tignesbø n'est pas seul sur sa planète. Il y a désormais Tarjei, son frère, et puis Johannes Dahle, le bien nommé. Ces trois-là se tiennent en 98 points au classement général de la Coupe du Monde, classement qui n'a jamais été aussi serré. Personne ne pouvait s'attendre à tel écart de points, même moi qui attendais un Johannes Tignesbø un peu moins dominateur, un Johannes Tignesbø qui est contesté par ses propres coéquipiers sur le mois de janvier écoulé. Seulement 2 podiums, dont une victoire qui est allée chercher sur l'individuel court du côté d'Anatol Zanterselva avec un magnifique 20 sur 20, un tir parfait. Ils sont trop peu du côté de Johannes Tignesbø depuis le début de la saison, une équipe norvégienne qui va donc se battre pour des podiums et des victoires au classement général de la Coupe du Monde, mais aussi sur les mondiaux. Il y aura forcément fort à parier qu'il y aura grosse concurrence et grosse bataille entre tous ces garçons, et peut-être que le plus décevant d'entre tous, c'est certainement Sturla Holmlagrid, dont on le rappelle, qui a terminé 3 fois deuxième ces 3 dernières années du classement général, et qui, cette saison, marque un petit peu le pas par rapport à Johannes Dahle, par rapport à Tarjei Bø, par rapport à Velte, à Sacha Christiansen, et même par rapport à Strømsheim, qui est entre guillemets un petit nouveau à ce niveau de la compétition, à Sturla Holmlagrid qui finalement voit sa place de dauphin de Johannes Tignesbø contestée, et cette place aussi de leader du classement général qui pourrait l'être sur la dernière partie de saison au mois de mars, puisqu'avec seulement 98 points d'avance sur le troisième, un peu moins de 80 points sur Johannes Dahle, son dauphin, Johannes Tignesbø n'est pour l'instant pas à l'abri, mais ce qui est sûr, c'est que ce classement général, même si dominé de main de maître par les Norvégiens, est plein de surprises et de rebondissements pour le grand public, parce que oui, il y aura bataille sur les mondiaux et sur les prochaines étapes de Coupe du Monde. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à me faire part de ce qui vous a marqué sur les sujets traités dans cette vidéo. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos moments marquants, positifs et négatifs sur cette deuxième partie de saison. Je me ferai un plaisir de les lire. Et puis si la vidéo vous a plu, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Vous connaissez les bails, ça aide au référencement, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.